Oui, bonsoir. Donc, bonsoir du Sénat. Louis Gauthier nous a fait l'honneur de venir jusqu'à nous et nous avons avec Thibaut l'opportunité de pouvoir poser nos questions en direct, mais on vous les laissera poser sur le chat. Vous dire donc que voilà, l'audition de Louis s'inscrit dans une série d'auditions que nous avons décidé de porter sur le thème de la défense, qui n'est pas peut-être le thème prioritaire, ou ne l'a jamais suffisamment été, en tout cas pour le parti. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, eh bien, l'actualité internationale s'impose à nous. Et je crois nous force notamment à préparer cette partie du projet pour 2027 de façon très très sérieuse pour défendre au mieux la paix. Alors, nous avons eu une première audition avec Louis Bergogneau et Maxime Launay pour poser le cadre finalement de la façon dont la gauche et notamment le Parti socialiste euh, s'est inscrit dans l'histoire de notre pays, dans un lien plus ou moins distendu, mais un lien quand même qui explique, et là je crois que Louis va pouvoir revenir dans le cadre de la doctrine de défense pour la gauche, dans, des fondamentaux aujourd'hui qu'il ne faut pas ignorer, qui sont importants, notamment pour pouvoir se projeter un petit peu dans l'avenir. Alors, je vais simplement vous présenter très très brièvement, parce qu'il y a plusieurs pages d'un CV absolument incroyablement fourni pour Louis Gauthier, une carrière à la fois administrative, universitaire et politique incroyablement riche, puisque Louis est donc magistrat à la Cour des comptes. Il a une expérience gouvernementale, notamment avec Père Jox au ministère de l'Intérieur, puis au ministère de la Défense, et conseiller de Lionel Jospin de 97 à 2001, conseiller défense, et puis nommé par François Hollande entre 2014 et 2018 en tant que secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Alors, souvenez-vous, c'est une période quand même assez turbulente pour l'histoire de notre pays, avec notamment les attentats de 2015 qui ont fait que eh bien, Louis a eu, je crois, sous la double tutelle de l'Élysée et de Matignon, des réunions très, très importantes pour pouvoir à la fois mettre en place une sécurité contre les attentats terroristes, mais aussi lutter contre la montée des menaces cyber. Voilà. Puis de retour à la Cour des comptes où il est procureur général près de Donc je 2015. leur dis plutôt que Jean. Pardon, oui, si vous pouvez couper vos micros, merci. Et côté universitaire, alors là, c'est très, très intéressant puisque Louis est également le créateur et directeur de la chaire des grands enjeux stratégiques contemporains. C'est aussi un camarade, et je crois que c'est peut-être la fonction la plus importante, délégué aux questions stratégiques et de défense de 2002 à 2012 au Parti socialiste et fondateur du laboratoire d'études sur les questions internationales et de défense Orion de la Fondation Jean Jaurès. Vous voyez, voilà un parcours exceptionnel. Donc, je lui passe tout de suite la parole pour qu'il nous parle Peut-être, de la doctrine de si tu me défense. permets, si tu me permets, Hélène, comme Olivier vient de nous rejoindre, on va lui Oui, donner la parole tout de suite parce que je pense qu'il va écouter un petit peu Louis, puis il devra s'éclipser parce que je crois qu'il a une autre réunion. On oui, passe d'abord la parole à Olivier, puis je te remercie pour le mot de présentation d'accord. de Très Louis. bien. Si Louis en est d'accord, évidemment, merci beaucoup. Voilà, et maintenant, vous avez Louis avec la belle tapisserie derrière que nous avons choisie. Olivier, je vais laisser la parole à Olivier peut-être d'abord s'il nous a Attendez, rejoint. puisque je suis en train de vérifier qu'il ait bien les bons codes. Et oui, c'est les joies du direct. Alors, je vais de ce pas renvoyer J'ai dit le l'essentiel, hein. bon. Hop, J'ai pardonnez-nous de ce Teams, petit évidemment. moment. Si, Non, si. je n'ai pas de code, donc je pense qu'il n'y a pas de Ah, souci. il n'a pas parlé de la culture, de Zola. Mais tu Non, je pouvais sais parler bien. pas, fallait pas. Non, non, mais je veux dire, Bah, je me j'ai suis fait. concentrée sur Bien juste le fait, sujet des bien France, mais sûr. il y a plusieurs vies, hein. Allez, ce que je vous propose, on va se donner un petit instant peut-être pour que Olivier puisse récupérer. Quand Olivier se connectera, on lui laissera la parole, tu me feras Voilà, je signe. vous Et en puis, prie, Louis, allez-y, allez-y, on ne va pas non, vous faire attendre plus longtemps. d'abord, Allez-y. je salue tous les camarades, tous les amis du Cercle international, les membres du BN s'ils nous ont rejoints ou qui vont nous rejoindre, et puis les élus. Je suis très heureux d'avoir répondu à l'invitation d'Hélène et d'intervenir devant vous dans un cycle. Ah, je crois qu'Olivier est là, donc je Ouais, lui là, laisse Olivier la est là. parole. Salut à toi, Olivier. Je t'en prie. On a Et donc, présenté Louis.
Et Hélène et moi, on te souhaite évidemment la bienvenue avec nous. Bon, mais d'abord, merci à toutes et tous d'être là. Il y a effectivement des membres du Bureau national qui vont maintenant nous rejoindre. Et donc, merci à Louis. Donc, vous connaissez, pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous avez eu certainement l'ensemble de son pédigré. Donc, très heureux de te retrouver, Louis, et puis de venir évoquer avec nous des questions qui sont peut-être moins familières des socialistes que d'autres. On a une spécialité pour la fiscalité, pour le social. On s'est beaucoup converti aux questions environnementales. Mais c'est vrai que les questions de défense se sont progressivement imposées dans l'agenda politique du pays. Le président de la République a pu dire que nous avions déjà consommé les dividendes de la paix. Alors, je ne propose pas que ce soir on évoque la question du financement de la défense nationale, encore que ça puisse être évoqué, mais la réalité, c'est que nous sommes dans une séquence nouvelle qui suppose aussi que nous puissions y réfléchir sur un plan de défense stricte. Et donc, qu'est-ce que nous conservons de l'Alliance Atlantique? Quelle est la relation transatlantique que nous voulons maintenir? Quelles sont les dépenses de défense que nous devons engager? Sur la dissuasion nucléaire, la proposition du chef de l'État d'en faire, d'élargir ce que sont nos intérêts vitaux, eh bien, est-ce que la question se pose et comment elle se pose? Comment est-ce que cela peut se pratiquer aussi en réalité? Quelle stratégie de défense? Et puis, évidemment, quelle place pour l'Europe dans cette recomposition géostratégique avec une défense européenne que tout le monde appelle de ses voeux, un peu comme un mantra en France depuis des années, mais il suffit d'assister à un seul sommet européen pour comprendre que la question n'est pas aussi simple que cela et elle dépend aussi beaucoup des questions précédentes que j'ai évoquées, notamment la relation transatlantique. Donc, merci à Louis de venir nous éclairer et je lui laisse immédiatement la parole parce que c'est toi qu'on veut entendre, cher Louis. Merci Olivier. Donc, je vais essayer de faire. Il y a une combinaison d'exercices, à la fois le cycle qui était initié par Hélène et son cercle, d'approcher la problématique de défense vue de gauche et des socialistes sur un horizon un peu large, et puis les questions plus précises que tu poses, auxquelles j'essaierai de donner des éléments de réponse ou des pistes de réflexion vers la fin. Ce que je pense quand même essentiel, c'est que on ait bien conscience que c'est vrai qu'on vit un moment de bascule des rapports internationaux, du contexte international. On peut se dire que d'une certaine manière, Trump précipite les choses par des positions qui sont aussi provocantes, indécentes, on les qualifiera comme on veut, brouillonnes. On vient de voir les premiers comptes rendus de son échange avec Poutine, mais qu'au fond, il ne fait que précipiter un mouvement de dégagement américain du vieux continent, initié par Obama, poursuivi par Biden d'une certaine manière, et qu'au fond, ce qui nous a peut-être un peu trompé, c'est la boucle régressive qu'on a vécue à l'occasion de deux conflits, Gaza et l'Ukraine, qui ont amené les États-Unis à se réimpliquer, au fond, en ayant l'impression qu'ils allaient pouvoir solder deux questions mal réglées de post-guerre froide, le conflit israélo-palestinien d'une part, et puis, cette question qui était restée en surplomb, qui était celle de l'extension à l'est de l'OTAN, puisque vous le savez, à la chute du mur de Berlin, toute l'équation stratégique préalable disparaît et il ne reste qu'une chose comme élément de garantie, en tout cas occidentale, l'Alliance Atlantique qui va ne faire que s'étendre et vous l'avez vu, qui d'ailleurs au moment de la guerre d'Ukraine s'étend encore à deux pays, la Suède et la Finlande, avec une interrogation, est-ce que cette extension irrésistible n'était pas finalement moins la preuve de la force que la preuve de la faiblesse interne de l'OTAN liée au risque de perte de la garantie américaine et de l'absence de substitution préparée des Européens à cette garantie. Donc un basculement absolument majeur, pas simplement pour les Européens, mais globalement pour le monde, puisque dans le même temps, c'est toutes les organisations internationales post-Seconde Guerre mondiale, c'est la plupart des instruments de régulation qu'on avait essayé de mettre en place, et la gauche y a beaucoup contribué, la gauche française, dans la période post-guerre froide. Donc je dirais, premier élément de l'intervention, comprendre que le monde change et qu'il nous pose un double problème à nous, démocratie européenne.
celui de la réapparition de clivages géopolitiques qui ne sont pas ceux auxquels nous étions habitués, notamment du fait d'une division au sein du camp occidental vis-à-vis des États-Unis et de la famille atlantique, et deuxièmement, des clivages idéologiques qui les recoupent, avec même, je dirais, en fond de tableau, une activation de mouvements d'extrême droite par Trump et l'administration américaine qui vient compliquer les choses pour les Européens. Donc, deux électrochocs pour les Européens, celui de la guerre d'Ukraine, de l'agression par la Russie de l'Ukraine en 2022, et l'autre électrochoc, celui de Trump, qui est l'abandon de l'Ukraine et qui semble préfigurer une sorte d'abandon de ses alliés naturels qu'étaient les Européens. Et au moment où le monde bascule, c'est vrai qu'on est amené, peut-être, et c'est là où je fais un retour à une perspective historique plus large, à nous interroger sur la manière dont la gauche, le Parti socialiste, ses responsables ont affronté dans le passé des chocs de cette nature. Ce que j'allais dire, c'est que jamais ils ont manqué de lucidité, pas plus Jaurès que Blum, et même que Guy Mollet dans la manière d'interpréter les événements. En revanche, ils ont pu, dans les solutions, dans la manière d'apprécier les réponses qu'il fallait apporter, eh bien, quelquefois fait triompher, pour Jaurès sans doute une approche morale, angélique, une interprétation marxiste qui ne s'est pas avérée, c'est-à-dire que face au bellicisme, face au nationalisme, l'union des prolétaires n'a pas suffi à mettre Gross en l'air, et d'une certaine manière, son rêve d'une internationale socialiste qui faisait barrage à la guerre et au nationalisme n'a pas fonctionné, et elle s'est effondrée dans les tranchées. Jaurès a eu, d'une certaine manière, tort dans la manière d'apprécier les rapports de force au moment de la guerre de 14 et fondamentalement raison, bien sûr, par la suite. Quant à Blum aussi, pas des défauts de lucidité. Relisez son petit ouvrage qui s'appelle Les problèmes de la paix. Il voit les choses et d'une certaine manière, avec un parti socialiste qui est aussi profondément divisé à l'époque par des mouvements pacifistes, Marceau Pivert, au fond, il prend ce qui sera considéré comme des demi-mesures dans son aide aux républicains espagnols, et ensuite les autres chargeront la barre pour dire que Blum n'a pas fait les choses correctement pour assurer la protection de la France et la montée dans la guerre, ce qui est faux. En réalité, toutes les familles politiques ont été très largement entraînées dans un aveuglement sur la montée du nazisme et de l'hitlérisme, et sans doute moins Blum et les socialistes, sauf que les réponses qui ont été données n'étaient pas finalement à la hauteur de l'enjeu historique. Et quant à Guy Mollet, la même chose, c'est pas l'absence de lucidité, y compris sur la décolonisation. Effectivement, il s'est trompé dans la manière dont il a géré la guerre d'Algérie, mais il ne s'est pas trompé sur le Maroc, il ne s'est pas trompé sur la Tunisie. Donc en réalité, là encore, c'est un défaut d'appréciation de la situation et du poids des évolutions politiques au regard de la manière dont les choses allaient être appréciées. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on se dit comment ne pas recommettre ces mêmes erreurs, qui sont des erreurs politiques, qui sont des erreurs d'appréciation des rapports de force, qui sont des erreurs voilà, qui sont fondamentales à un moment où, comme d'ailleurs dans ces périodes, les clivages géopolitiques sont aussi des clivages idéologiques forts et qui peuvent traverser les mouvements à gauche par ailleurs. Par rapport à ce panorama, je dirais, plus ancien, il faut reconnaître que la gauche, dans sa culture de gouvernement, a d'une certaine manière surmonté ce qui était à la fois un procès souvent injustement instruit contre elle. J'ai dit que la faillite des élites politiques, c'était pas Blum, c'était pas Jaurès, c'était même pas Guy Mollet, mais finalement, ce procès a été instruit et souvent gagné par la gauche, par la droite, en reprochant à la gauche de ne pas avoir été à la hauteur des événements historiques, alors qu'eux étaient euh, pas non plus à la hauteur de ces événements historiques et avait sans doute plus de reproches à se faire, notamment dans la préparation idéologique des désastres que l'on a connus. Donc il faut comprendre qu'on est exactement dans le même type de situation, avec simplement la possibilité de nous adosser à un passé plus récent
qui, à travers le développement d'une culture de gouvernement sur les questions internationales et sur les questions de défense, font qu'on ne repart pas de la même, pas du tout de la même situation. Alors, c'est à la fois les institutions de la Ve République qui nous ont poussé à ces clarifications, et puis ensuite la volonté de surmonter ces séquelles historiques et ce procès injustement fait à la gauche. Il faut reconnaître que d'une certaine manière, François Mitterrand, en préparant sa première élection, en d'une certaine manière adoptant ou en assumant l'héritage à la fois constitutionnel et l'héritage de la politique de défense du général de Gaulle qui est extrêmement imbriqué, en assurant, rapport Canapa, puis ensuite rapport de la commission Hernu, l'adoption par la gauche de la dissuasion nucléaire, en faisant sien, d'une certaine manière, l'idée que les questions de défense et les questions internationales devaient plutôt pousser au consensus, au maintien de ce consensus, amener à développer une culture de gouvernement où la gauche, on va le voir, a certainement, dans une deuxième partie, imposé ses critères, imposé sa vue, mais a été essentiellement soucieuse de ne pas faire de la querelle militaire une deuxième querelle qui divise la France, les Français et qui met en difficulté la gauche. Alors, c'était essentiel parce que c'est le passage à la présidentielle. Le fait que nous-mêmes, en 2027, je dirais, les choses ne soient pas claires d'un point de vue de qui pourrait représenter le candidat vient évidemment compliquer davantage les choses que quand il y a un leader qui spontanément, comme était, ou était parvenu à l'être François Mitterrand, ou comme pouvait l'incarner Lionel Jospin en 95 et ensuite dans le gouvernement de cohabitation, faisait que d'une certaine manière, ce message était porté par le candidat naturel de la gauche, de l'union de la gauche, de la majorité plurielle. Donc ça, comprendre que les institutions ont joué à travers la présidentialisation, quoi qu'on en pense, euh, pour qu'il y ait une incarnation d'un discours politique, puisque dans notre pays, les problèmes de défense, la politique internationale reste l'apanage du président de la République, qui quelquefois, on le voit bien aujourd'hui dans une forme d'instrumentalisation politique, à des fins internes, le président de la République se trouve effectivement incontournable sur ces sujets, quelle que soit la faiblesse de sa base politique, sa faiblesse au Parlement, etc., etc., et les difficultés de son gouvernement. Donc je dirais la première, l'élément qui d'une certaine manière a permis la prise d'une politique de défense à gauche a été à la fois cette logique institutionnelle et la volonté de surmonter ce qui avait été dans le passé perçu comme une faille ou une faiblesse de la gauche, n'ayant pas une empreinte assez forte dans les sujets internationaux et dans les sujets de défense. La deuxième, et ça il faut bien le comprendre, c'est qu'en revanche, si le premier cycle, si d'une certaine manière l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et jusqu'en 88, c'est j'assume le legs gaulien. Je le transforme, mais je l'assume, la crise des Pershing, etc., etc. En revanche, et c'est là où je trouve qu'il y a un trop grand silence pour assumer cet héritage, il y a un legs de la gauche sur le deuxième cycle de la défense française sous la Ve République. Le premier cycle, il est gaulien, et d'une certaine manière, il s'achève avec la fin de la guerre froide. Mais le deuxième cycle commence sous le second septennat de François Mitterrand, et très largement, c'est lui qui va imposer le rythme, le tempo, les axes que les autres vont poursuivre. Bien sûr, ceux qui droit d'inventaire ou pas, se situeront quand même dans son héritage Jospin et ensuite François Hollande, mais même Jacques Chirac. N'oubliez pas qu'à chaque fois que Jacques Chirac a fait des contre-pieds à Mitterrand, in fine, ça a été pour se retrouver, que ce soit sur le discours européen, que ce soit sur l'arrêt des essais, finalement, dans une espèce de sillage qui a été qu'à ce moment-là, la gauche a défini ce que serait la politique de défense et la politique internationale de la France. D'abord, la perspective européenne plutôt qu'une perspective atlantiste. Et aujourd'hui, quand on voit un peu le cycle et la boucle de l'histoire, on ne s'est pas trompé, parce que c'est bien à cause de Maastricht, à cause de ce qui avait été discuté alors, parce que les traités européens commencent pour la première fois à parler d'une politique de défense, même si tout ça, évidemment, trouvera des aboutissements beaucoup plus tard à Lisbonne. Deuxièmement, cette politique européenne, elle sera continuée en cohabitation
avec Jospin, et c'est les accords de Saint-Malo, avec les Britanniques qui se transforment avec l'idée que l'Europe de la défense devrait s'incarner aussi sur plusieurs aspects, notamment opérationnels. Le deuxième, c'est que, indépendamment de la fin de la guerre froide, qui supprimait l'équilibre de la terreur, qui amenait à, une politique de désarmement unilatéral partout dans le monde, le fait que les gouvernements socialistes successifs et les présidents socialistes successifs ont à la fois maintenu cette garantie nucléaire. Voyez comment aujourd'hui les Britanniques se retrouvent en difficulté pour ne pas avoir actualisé à temps leur dissuasion nucléaire. Toute une série de décisions qui sont prises, à la fois conjuguant le désarmement unilatéral, une logique de stricte suffisance, mais une modernisation, puisque c'est sous Jospin que sont décidées, tout en cohabitation, toutes les décisions qui font qu'aujourd'hui on a une deuxième génération d'armes modernes, et c'est sous Hollande qu'est commencé les premiers travaux du passage à la troisième génération. Donc les socialistes ont à la fois joué le maintien de la dissuasion, non pas en l'état, mais en état de modernisation, puisque vous savez que ça a été une querelle qui les a agités à la fin des années 80. Ils ont été les modernisateurs. Si aujourd'hui la France dispose d'une dissuasion nucléaire qui est une des plus modernes au monde, et si l'enchaînement des compétences, le maintien des compétences, l'enchaînement des programmes se fait, j'ai vu que le président de la République avait été à Luxeuil pour décider ou confirmer des choses qui étaient pour partie déjà dans la programmation, ben, c'est grâce à la succession de décisions qui ont été prises par François Mitterrand, qui ont été prises par Lionel Jospin, qui ont été prises par François Hollande, avec un troisième élément qui a été la conciliation. La France est un acteur international, mais la France doit être un acteur international qui est promoteur du droit international, qui est promoteur du multilatéralisme, qui est promoteur de la régulation. Et c'est là où, d'une certaine manière, la France va s'engager fortement, d'une part dans des politiques de désarmement, de non-prolifération, les traités, le traité d'arrêt des essais nucléaires. Je disais que Chirac l'a interrompu en 95, mais en fait, il est celui avec Jospin qui ont été amenés à ratifier finalement ce traité, donc à revenir dans les perspectives qu'avait donné Mitterrand, essayant, comme toujours, d'appliquer à la fois un principe de réalité et des grands principes juridiques, moraux, éthiques, politiques qui étaient finalement les siens. Euh, à côté de ça, là aussi, avec un mariage qui, selon les cas, était plus ou moins heureux, les historiens peuvent appliquer à l'interventionnisme militaire leurs réflexions sur ce qui ont été des réussites ou des erreurs, mais le fait que si l'on voulait développer un système international qui était favorable à la paix, il ne fallait pas être dans un pacifisme de façade, mais il fallait pouvoir y contribuer par des interventions militaires. Et donc, c'est toutes les premières interventions militaires au service de l'ingérence humanitaire, la Somalie, au service de la protection des populations, la Bosnie, le Kosovo. Et puis, évidemment, ça va être aussi la transformation de ce type d'intervention au profit dans la lutte contre le terrorisme. Mais si je regarde ce panorama, et là encore, les historiens, il y a sans doute un tri à faire. Ce n'est pas un bilan qui est en tout positif, mais c'est un bilan qui, dans la perspective de l'époque, qui était de faire vivre un système international régulé et qui considère que Charte des Nations Unies, membre permanent du Conseil de sécurité, la France doit apporter sa contribution à la paix, y compris par des opérations militaires, de stabilisation, d'interposition. Et la France a joué son rôle plus souvent qu'à son tour. Plus d'une centaine d'opérations qui vont d'opérations d'interposition à Haïti, à Timor, voilà, vous en retrouverez la liste. Alors, évidemment, ça, c'est ce qui va... Et quand on regarde ce bilan, que moi je considère comme globalement positif, parce qu'il a quand même permis notamment de régler la question des Balkans, mais aussi d'autres conflits, quand on regarde les endroits où cette politique a posé problème, ce n'était pas la gauche qui était en charge.
Ben, c'est Sarkozy avec sa politique d'exposition des soldats dans la vallée de la Capissa. C'est Sarkozy sur la Libye qui est à l'origine des désordres qu'on a connus dans la bande saharo-sahélienne. Et d'une certaine manière, c'est la suite du mandat de François Hollande. L'équipe actuelle, le président de la République, poursuivant sans doute des opérations militaires en Afrique qui auraient pu être arrêtées plus tôt. Rappelez-vous que c'est François Hollande qui décide le retrait dès 2014, dès 2012, des contingents français d'Afghanistan. Donc, c'est un bilan qu'il faut étudier, mais je dirais cet interventionnisme militaire qui était fait donc au nom de principes internationaux, au nom de cette responsabilité que revendiquait la France comme membre permanent du Conseil de sécurité. D'une certaine manière, cette boucle, elle est finie. L'interventionnisme militaire occidental, il s'est terminé en 2021 par la décision de Biden de retirer les soldats d'Afghanistan et par nos propres décisions par la suite de nous retirer du Mali et de la bande saharo-sahélienne sur un bilan dans les deux cas qui n'était pas ni à l'avantage de la France, ni à l'avantage des États-Unis, ni à l'avantage de l'Occident. Donc, je dirais que cette politique d'intervention, elle est déjà finie en 21, avant même la guerre d'Ukraine, qui d'une certaine manière va repositionner les questions de défense sur des enjeux qui seront beaucoup moins les OPEX, les interventions extérieures, la politique de projection, mais beaucoup plus sur les garanties de sécurité, avec une question fondamentale pour les Européens qui avaient développé une défense européenne légère pour participer ou contribuer à des opérations extérieures et qui se trouve, du fait que les Américains leur retirent le tapis, confrontés à comment fait-on pour avoir une politique de défense européenne qui assure aussi la sécurité collective qui était confiée avant exclusivement à l'OTAN et qui reposait sur le fait que les Américains assuraient à la fois par le haut l'éclairage stratégique, la domination stratégique et les moyens de cohérence opérationnelle. Donc, nous sommes à la fin 2021-2022 d'une boucle historique post-guerre froide. Nous sommes à la fin, pour la politique de défense de la France, pour sa politique militaire, d'un deuxième cycle de l'histoire de la Ve République, de la politique militaire de la Ve République. Et nous sommes donc à l'amorce d'interrogations redoutables à la fois sur qu'est-ce que va être notre monde de demain, comment les choses vont être équilibrées. C'est pas l'équilibre de la terreur, c'est pas la règle du droit, des interventions militaires extérieures, du Conseil de sécurité, de la régulation, ça c'est fini. Le multilatéralisme des vieilles structures est mort, donc on a un monde qui est à la fois plus anarchique, qui est plus compétitif, qui est beaucoup plus dangereux. Et on est aussi à l'amorce, on est à la fin d'un cycle concernant la défense de la France. Et donc, évidemment, les interrogations sont très, très fortes. Je constate là encore que pour réaliser ce deuxième cycle de la politique militaire de la France, la gauche, les socialistes ont été amenés à la fois à affirmer comme une ligne de force la problématique européenne, la perspective européenne, et j'expliquais Maastricht, Saint-Malo, sous Jospin, sous Hollande, des initiatives prises en 2016, notamment pour développer les premiers amorces d'une coopération plus importante dans le domaine des programmes et des financements communautaires à la défense. C'est à partir de 2016 que les choses, que le Fonds européen de défense, etc. Donc ça a été une constante. Deuxième élément de constante, d'accord le désarmement, mais on maintient la dissuasion, ce qui fait qu'aujourd'hui, la France, et on reviendra sur ses propositions, peut considérer qu'elle est aujourd'hui non seulement un acteur incontournable, mais désormais un acteur réclamé, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque vous le savez, la plupart de ses partenaires se perçaient un peu le nez en ce qui concerne la dissuasion française. Et puis, vous avez quand même des concessions. C'est-à-dire, vous avez, le consensus implique du compromis et des concessions. Il y a deux concessions qui sont faites, deux compromis. L'un, c'est sur l'OTAN, l'autre, c'est sur la conscription. Sur l'OTAN, d'une certaine manière, et c'est comme ça que Jospin l'exprime toujours, les choses étaient déjà engagées et nous allons, en arrivant au pouvoir, permettre simplement à Chirac de se désengager d'une mauvaise négociation
qu'il avait commencé avec sur le commandement sud, etc. Donc quelque chose, la négociation a raté, mais c'était derrière nous et on arrange. Et en tout cas, sous Jospin, on ne rentre pas dans l'OTAN. On maintient une posture que certains appliquaient comme gaulo-mitterrandienne, Védrine étant son ministre des Affaires étrangères. Quand Hollande est élu, la réintroduction de l'OTAN a été faite par Sarkozy. Donc la question se pose du plus grand dommage qui est d'y rester ou d'en partir. Et le constat qui a été fait, c'est qu'au fond, si on voulait faire cheminer la défense européenne, on ne pouvait pas le faire par ce qui aurait été de nouveau un détachement de l'OTAN, qui aurait été mal compris. Et donc, il y avait plus d'inconvénients à se retirer que de rester dans l'OTAN. Et qu'en occupant notre place dans l'OTAN, ben, on avait aussi un rôle d'influence. Et on pouvait, quelque part, de fer au feu, essayer de voir comment les choses globalement avanceraient. Par ailleurs, on pensait que la participation au commandement intégré de l'OTAN assurait une mise au standard de nos forces, une meilleure interopérabilité, une plus grande proximité, y compris avec nos partenaires européens. La seule chose qu'on ne fait pas quand on rentre dans l'OTAN, vous le savez, c'est d'intégrer les comités, le groupe des plans nucléaires. La deuxième concession, elle est idéologiquement importante, c'est l'abandon de la conscription. Mitterrand s'y était opposé encore en 1994 dans le livre blanc. Jospin l'accepte parce que le coup est parti. Et donc, et c'est donc, vous le savez, une assemblée de gauche qui a voté le passage, enfin, la suspension du service national. Je dis tout ça parce qu'on ne peut pas repartir d'un bon pied si on n'assume pas complètement l'héritage en comprenant comment les choses se sont faites. Donc, il y avait une posture idéologique, et là encore, Jospin le redirait, et Hollande pareil, qui était de dire, nous, on était, héritage de Jaurès, plutôt persuadés que le service national reste un élément de cohésion, mais là encore, précipité sur une querelle militaire, et alors qu'à l'époque, c'est vrai, les seules hypothèses d'engagement des armées françaises étaient sur des théâtres extérieurs, que la modernisation des forces, la technicisation désormais des compétences militaires implique plutôt d'avoir des professionnels. Donc on est obligé d'avoir de toutes les façons une armée professionnelle auquel on réserve par des volontaires en second rideau ou pour mobiliser les esprits, on a besoin ou on peut faire appel à des conscrits. Et donc Jospin sait que cette question elle ferait dégénérer immédiatement la cohabitation si on la réveillait. Par ailleurs, en apportant le maintien de la conscription, une réponse qui restait problématique. Souvenez-vous qu'à l'époque, moins d'un Français sur deux, un jeune garçon sur deux était vraiment incorporé et faisait son service militaire, donc c'était perçu comme un service non universel, injuste, et par ailleurs, depuis la guerre du Golfe, décision de Mitterrand, on n'engageait pas sur les théâtres extérieurs des appelés. Donc, ils étaient là pour balayer la caserne, quoi, s'il restait. Et donc, on considère que, au fond, cette concession, elle est rationnelle, mais dans le logiciel de la gauche, c'est vrai qu'il y a toujours eu une espèce de regret ou une espèce de mythification, quelquefois, de toutes les valeurs qu'ont été le service national. Je le dis parce que la question, de nouveau, se repose. Et donc, qui est à l'origine de passage à la professionnalisation? C'est clairement Jacques Chirac. Pourquoi la gauche l'a accepté? Je viens d'en donner les raisons. C'était une concession et c'était ne pas faire cette question une querelle militaire. Voilà les deux concessions qui ont été faites à la loi du consensus, au compromis, à des compromis qui ont paru à l'époque raisonnables. On oublie dans cet héritage, et je le regrette beaucoup parce que, effectivement, si ce n'est pas porté par la gauche, c'est porté par personne. Le travail absolument considérable qui a été fait pour la modernisation de nos armées, qui a été fait pour la consolidation de notre base industrielle. Il n'y aurait pas Airbus aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le mariage EADS-Matra, s'il n'y avait pas eu le mariage EADS-Matra Daimler-DASA. Et donc, ça, c'est Jospin. Il n'y aurait pas eu, rappelez-vous que Juppé voulait brader Thomson pour un franc symbolique, si Jospin n'avait pas repris le dossier et fait qu'aujourd'hui, parmi les grandes entreprises d'armement au monde, j'évoquais Airbus, mais il y a bien sûr Thales.
Et on pourrait dire ça de l'ensemble du secteur de la défense, qui reste aujourd'hui un secteur industriel performant, avec des compétences, etc. Évidemment, la gauche est toujours gênée aux entournures sur ces questions, mais là aussi, c'est le principe de réalité. On n'a pas de défense si on n'a pas une industrie de défense qui permet son autonomie. Et regardez comment aujourd'hui, à travers la livraison des F-35 aux autres pays européens, certains s'interrogent, ah ben oui, mais oui, il peut y avoir des bips, des logiciels, les Américains peuvent bloquer au sol un F-35 qu'on ne pourrait pas utiliser. Donc les Français avaient depuis le début raison. C'est le général de Gaulle qui dit qu'il faut son autonomie. Si on a une indépendance nationale, il faut de l'autonomie stratégique. Si on a de l'autonomie stratégique, il faut avoir l'autonomie de ses approvisionnements industriels. Mais on le retrouve aujourd'hui posé dans l'Europe. Donc le constat qui avait été fait et le fait que la gauche s'est mobilisée pour sauver l'industrie de défense française, pour lui permettre d'être réactive, pour lui permettre, est évidemment quelque chose, je le dis, jamais personne ne revendique ce travail de la gauche, mais je pense qu'on n'en serait pas là si ces décisions n'avaient pas été prises dans ces années 90, 2000, 2010. On n'en serait pas là. La France ne pourrait pas dire, bah oui, effectivement, on a fait MBDA, la fusion des missiliers, ça encore, ça s'est fait sous Jospin et Richard, ça a été préparé comme ça. On n'en serait pas là si on n'avait pas maintenu les compétences industrielles, on n'en serait pas là. Donc, il y a cette part de l'héritage, et je sais qu'elle est difficile parce que c'est des thématiques, Olivier le disait, qui sont peu portées et qui quelquefois peuvent nous gêner aux entournures par rapport à des postures idéologiques ou des postures morales. Mais quand je rappelais tout à l'heure la lucidité, mais les défauts de solution des très grands aînés, ils se sont, ils ont accepté quand même. Ils n'ont pas trouvé les bonnes solutions, mais ils ont accepté cette réalité, de se confronter à cette réalité. Donc on ne peut pas oublier ça. Et en dernier, c'est les dividendes de la paix. Là encore, écoutez, on a bien fait de percevoir les dividendes de la paix. À quoi ça aurait servi de conserver des niveaux d'efforts de défense à 4%, et quand il n'y avait pas de guerre, quand on avait besoin de mobiliser deux Pumas et deux sections de parachutistes pour aller faire une intervention ou pour aller ressortir nos ressortissants d'une zone. C'est absurde. Quand j'entends ça, c'est absurde. Toutes les armes qu'on aurait achetées, tous les stocks de munitions qu'on aurait constatés seraient aujourd'hui périmés, inutiles. On aurait acheté quoi? Du MX-30? Donc, il faut aussi là être un peu dans des postures qui soient plus combatives. On a bien fait de percevoir à ce moment-là les dividendes de la paix. Les États-Unis ont perçu les dividendes de la paix beaucoup plus vite que nous. Les Anglais ont perçu les dividendes de la paix aussi dans les années 94. Nous, et ça, il faut l'avoir en tête, si on les a perçus de manière plus lente et plus longue, c'est parce qu'on n'a pas voulu casser l'outil. C'est parce qu'on a voulu avoir une évolution, une transformation de l'armée française qui s'est en réalité effectuée, non pas brutalement, mais dans la durée, qui a permis d'assurer la professionnalisation des armées, qui a permis d'assurer leur remodélisation. Alors, quand je dis les dividendes de la paix, il faut les assumer, et il faut d'autant plus les assumer qu'il faut souligner que les pires coupes budgétaires, elles n'ont pas été pratiquées sous les gouvernements de gauche, elles ont été pratiquées sous le gouvernement de M. Juppé, sous le premier mandat de M. Chirac. Donc on oublie de le dire, hein, quand on dit à la gauche, parce que c'est exactement, vous allez la voir revenir, la même querelle que pour Blum. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait sur les crédits militaires. Si, on l'a fait. Un, c'était pas idiot de couper dans les budgets militaires au début des années 90. Deux, les coupes les plus importantes et qui ont été faites en étant problématiques, c'est celle de Juppé. Trois, les budgets de la défense, ils ne remontent pas avec Macron, ils remontent avec Hollande. Les premières décisions, les premières inflexions, elle est sous Hollande, avec, les premières augmentations, oui, les premières augmentations des effectifs militaires, c'est sous Hollande qui recomplète l'armée de terre face aux attaques terroristes pour faire Sentinelle, pour faire les opérations que vous avez connues et qui remet 15 000 hommes. Donc il faut, je pense, dans cette affaire-là, c'est important d'être calé sur la vérité, c'est important d'assumer les décisions qui ont été prises. Certaines étaient plus heureuses que d'autres, mais dans l'ensemble, on n'en serait pas dans cette position qui certes implique de faire des choix nouveaux, qui certes implique sans doute de remonter l'effort de défense,
qui certes implique de reconstituer des stocks d'armes qui ont été notamment livrés à l'Ukraine et d'avoir, je dirais, moins une armée échantillonnaire. Mais objectivement, à quoi ça aurait servi d'acheter du Mirage 2000, de ne pas réduire les flottes de l'armée de l'air alors qu'on n'en avait aucun usage? Alors, on a utilisé dans des campagnes aériennes sur le Kosovo des avions, on en a un peu utilisé pendant la campagne sur la Libye, mais toutes les interventions en Afrique, toutes les autres interventions, voilà, voilà. Alors, on en a utilisé un tout petit peu en Afghanistan et on en a été utilisé sur le théâtre syro-irakien, mais on n'a jamais été en panne de moyens parce que c'était quelques dizaines. C'était pas, voilà, donc, il faut raison, à mon avis, garder sur ces sujets. Je pense que maintenant, et là j'en reviens peut-être pour répondre à vos questions, peut-être au troisième cycle, à celui qui s'engage aujourd'hui, sur les thèmes qui ne sont d'ailleurs pas posés par nous, puisque pour l'instant, ceux qui posent les termes du débat, c'est essentiellement le président de la République. Sur la défense européenne, on n'est pas gêné aux entournures, ça a toujours été notre projet. Et la seule question qu'il faut poser aux Européens et qu'il faut se poser à nous-mêmes, c'est est-ce que dans le contexte de l'Union européenne telle qu'elle est, on peut y arriver à 25, 27 ou on ne peut pas y arriver à 27. Voilà. Alors, et là, les Français ont aussi joué, d'ailleurs le terme Europe de la défense qui leur est propre dit tout, et à la fois l'embarras. Est-ce que c'est la défense européenne de l'Union communautaire ou est-ce que c'est la défense européenne, coalition de circonstances, groupement de pays comme on l'a fait dans le CAR au plan industriel, comme on l'a fait dans de nombreuses coalitions militaires? Et donc, là, je n'ai pas la réponse. Mais vous voyez bien, Madame Mélanie, je vais revenir tout à l'heure sur les garanties à l'Ukraine, vous voyez bien qu'il y a quand même du tirage à l'intérieur de l'Union européenne, y compris par rapport à ce projet, dans un positionnement qui est quand même très problématique parce qu'il est d'abord idéologique, à la fois vis-à-vis de Trump et à la fois vis-à-vis de Poutine. Donc les clarifications, nous, on n'a aucune difficulté sur la défense européenne et je pense qu'il faut avoir la souplesse des cadres, comme on l'a eu à chaque fois, hein, comme on l'a eu quand on a mis en place les coopérations structurées qui n'ont pas servi à ça parce qu'elles ont été immédiatement généralisées à trop de pays. Mais voilà, il faut être relativement pragmatique, mais comprendre qu'en revanche, le projet de Mitterrand, qui était de dire tout de suite après la guerre froide, nous avons été pendant toute la guerre froide l'objet de l'histoire de deux autres, des États-Unis et de l'Union soviétique, pris dans deux blocs. Il faut que nous devenions sujets de notre propre histoire. Ça, cette pétition de principe est valable aujourd'hui. Ensuite, il faut trouver les cadres des plus opportuns. Tout ce qui peut se faire dans l'Union européenne, c'est bien, ne serait-ce que pour mobiliser des crédits que nous aurons beaucoup de mal à mobiliser. Je vais revenir au plan national. Mais si c'est pour des garanties à l'Ukraine et qu'il n'y a que 4, 5, 6, 7 pays, eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Le deuxième sujet, je dirais, c'est justement les garanties à l'Ukraine, parce que les garanties à l'Ukraine, elles vont faire levier sur beaucoup de choses. Elles vont faire levier d'abord dans l'affirmation d'une posture européenne dans les négociations. C'est notre seule manière d'intervenir dans les négociations. De dire qu'un accord qui n'est pas vérifiable n'est pas un accord. Et donc, un accord qui est passé par-dessus la tête des Ukrainiens, par-dessus la tête des Européens, il ne peut pas être satisfaisant. Nous ne pouvons pas garantir ou nous satisfaire des conditions d'un cessez-le-feu et de paix sur ce vieux continent que nous ne contrôlons pas et que nous ne sommes pas capables de garantir. Donc, c'est un test. Ce n'est pas parce qu'on l'aura finalement pas passé que ce sera voilà, la mort du petit cheval de la défense européenne. Mais c'est quand même un vrai test parce que autour de cette logique, il y a une logique d'affirmation, à la fois face aux Russes et face à Trump, et il y a une logique de consolidation d'un cœur de pays qui serait bénévolent ou qui serait prêt à y participer. Pour ça, il faut être là aussi adaptable. Moi, je pense que notre participation au contrôle de la mer Noire, notre participation au contrôle de l'espace aérien ukrainien, d'une no-fly zone, après tout, c'est des choses qu'on peut faire, on a les moyens et il n'y a pas besoin d'être en Ukraine pour le faire. On les fait à partir de nos bases nationales. Voilà. La question, en revanche, du positionnement de troupes est beaucoup plus complexe parce que c'est celle qui va être symbolique.
On peut dire c'est aux Ukrainiens de décider, mais enfin, si les Ukrainiens, M. Zelensky, le signant ou ne signant pas, parce qu'ils trouveront quelqu'un pour signer à sa place, s'il faut, ils le pousseront. Euh, c'est vrai qu'on peut dire c'est aux Ukrainiens de décider, mais on n'est pas maître finalement d'une négociation qui échappe d'abord aux Ukrainiens. Et donc, ces garanties terrestres, par une force de réaction rapide, elles peuvent être données derrière les lignes de l'OTAN et à proximité du théâtre, si Poutine, ce que je ne crois pas, se relançait dans des opérations de nature terrestre postérieurement au cessez-le-feu. Et il faut bien comprendre que ces garanties, il y a de toutes les façons une zone de cessez-le-feu, une ligne de démarcation, une zone de démilitarisation à l'est et à l'ouest, normalement, où il y aura des observateurs internationaux qui vérifieront que le cessez-le-feu, alors ils peuvent être turcs, ils peuvent être chinois, ils peuvent être bengalis, ils peuvent être qui vous voulez, pas européens. Ensuite, vous avez une ligne de protection derrière la zone démilitarisée, forcément des forces ukrainiennes, qu'il va falloir aider à recompléter leurs moyens, d'où le caractère inacceptable, mais Trump l'acceptera peut-être, mais là, il faut qu'on s'oppose à Trump, de ne pas permettre le réarmement des forces ukrainiennes, et puis nous, en force de réaction rapide, pour baquer, pour adosser, pour donner de la logistique à ces forces. Autrement, vous créez une zone, une sorte de vortex de sécurité en Ukraine, et là, le schéma russe, on le connaît. À mon avis, ils vont empocher leurs annexions territoriales, mais c'est toujours la même chose. Dans leur étranger proche, ils vont exercer des coercitions militaires ou des pressions, comme ils le font en Géorgie, comme ils viennent de le faire en Ukraine, comme ils peuvent le faire positivement en Moldavie. Mais si nous n'établissons pas une ligne de force vis-à-vis de M. Poutine, si nous ne maintenons pas des sanctions sur ce comportement, il n'y a aucune raison qui rationalise son comportement. Et donc, il va continuer les intimidations, les provocations, les attaques cyber, la déstabilisation de nos démocraties. Puis ça tombe bien, parce que Musk fait la même chose. Il va voir M. Sarraj, il va voir le parti d'extrême droite allemand, et il travaille nos démocraties en profondeur. Donc, c'est inacceptable. Inacceptable. Donc, les garanties, elles sont. Il faut être suffisamment flexible pour pouvoir les adapter en fonction de l'évolution de la négociation. Mais il y a quand même des limites à ce qui n'est pas acceptable. On ne peut pas garantir un cessez-le-feu qu'on ne contrôlera pas. Donc, voilà, ce n'est pas la peine si on n'est pas dans la finalisation des négociations. Deuxièmement, on ne peut pas accepter que la Russie dicte aux Européens la nature de leur soutien possible aux Ukrainiens et la manière dont ils entendent établir ce rapport de force avec la Russie. Ce n'est pas possible. Mais je sais que ça va créer beaucoup de troubles parce que dès lors qu'on dit, et puis il y a des propos peut-être malheureux, des équipes aujourd'hui en place au pouvoir, instrumentalisées, on ne fait pas la guerre à la Russie. L'idée n'est pas de faire la guerre à la Russie. La Russie n'est pas un adversaire. Il faut espérer qu'un jour, quand elle aura vécu elle-même des évolutions de son système interne, on retrouvera des rapports plus positifs et plus coopératifs, hein. Moi, j'ai négocié, vous le savez, avec les Russes, le rachat des Mistral. Là encore, je dirais dans toute cette séquence, rappelez quand même que Hollande, que ce soit à Minsk ou que ce soit dans le rachat, a toujours une ligne de position face à Poutine qui n'était pas une ligne de faiblesse. Là encore, contrairement à ce qu'on dit sur Minsk. Ceux qui ont été faibles, c'est ceux qui, après, ont dit, voilà, il faut avoir des négociations avec M. Poutine, il faut être comme ça, en face de lui, derrière, dans une grande table. Voilà. Donc, il faut quand même, il faut quand même rappeler là aussi les choses. Donc, ces garanties à l'Ukraine, elles peuvent paraître pour certains accessoires, pour les autres agitées comme un épouvantail. Ah ben vous voyez, si vous voulez être sur le territoire ukrainien, c'est que vous allez rentrer dans un engrenage qui risque de nous affronter à la Russie. Non, on ne fera pas la guerre à la Russie. La Russie ne cherchera pas à conquérir militairement l'Ukraine. Elle cherche simplement à établir un rapport de force qui lui est favorable et qui continue à miner l'Union européenne et la solidité du pacte et de la sécurité collective des Européens. Et ils sont aidés par la bêtise, caractère brouillon, des intérêts économiques ou commerciaux possibles de l'équipe Trump, plus des alliances idéologiques impossibles qu'on doit combattre. Ça, c'est les garanties. Ensuite, sur la dissuasion. Sur la dissuasion, euh,
Je crois que tout maintenant a été plus ou moins clarifié et dit. C'est purement de la. Aujourd'hui, c'est de la posture. La seule chose qui est certaine, et ça c'est nouveau, c'est que des dirigeants, y compris allemands, qui étaient autistes à nos propositions, qui les refusaient, moi, je me souviens, Chirac a souhaité en 95 avoir une concertation avec les Allemands, et c'était la sourde oreille. S'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas évoquer, c'était la dissuasion avec les Allemands. Pourquoi? Parce que ça les embarrassait aussi au plan interne, par rapport au Verts, par rapport à tout ça. Donc, ils ne voulaient absolument pas en entendre parler. Entendre M. Merz en parler, évidemment, ça montre que les choses ont quand même profondément changé. C'est une petite musique, et Hélène qui a connu ces rencontres franco-allemandes, qu'on a vu apparaître déjà Ischinger, mais c'était des gens qui étaient des experts. Jamais aucun politique allemand de responsabilité de premier plan n'avait évoqué ou n'avait répondu à la suggestion faite par la France, qui dit depuis longtemps, et Mitterrand a été là encore le premier à le dire, qu'on ne pouvait pas imaginer de situation dans laquelle des partenaires proches, la survie de ces partenaires serait en cause et dans lequel notre propre survie ne le serait pas également. Effectivement, la dissuasion nucléaire, ce n'est pas le petit village de Baba Oram d'Astérix. Si l'Europe est dévastée, si l'Europe est envahie, si l'Europe est sous une coercition telle qu'elle n'existe plus, les chances de la dissuasion nucléaire de nous protéger sont faibles, tout simplement parce qu'on ne l'utilisera pas. Pour que la dissuasion nucléaire fonctionne, il faut qu'il y ait à la fois une épaisseur stratégique de tout le substrat conventionnel en deçà, et il faut qu'il y ait une densité, évidemment, que représente notre environnement. Euh, je dirais que l'ouverture, donc c'est bien qu'on ait M. Tusk, M. Merz et d'autres qui viennent vers nous en nous interrogeant en disant ah, si le parapluie nucléaire américain s'en allait, qu'est-ce qui se passerait? D'abord, on peut dire qu'effectivement, la France a toujours considéré que sa dissuasion contribuait à la protection de l'Europe. S'il n'y a pas de parapluie, d'abord, ensuite, la France était parmi les premiers à dire attention, le parapluie nucléaire américain, il a quand même des trous, parce que depuis la fin de la guerre froide, les forces stationnées sont restées, les forces des bombes nucléaires américaines sont restées dans la partie occidentale de l'Union européenne. Jamais les États-Unis ont accepté de déployer des forces nucléaires de l'OTAN en Pologne, en Roumanie, en Tchéquie. Elles sont restées au Benelux, en Allemagne, en Italie, bon, et en Turquie par ailleurs. Donc, déjà, le schéma américain était un schéma de renationalisation de leur propre dissuasion. On fermait le parapluie, on proposait le bouclier antimissile à la place. D'où les déploiements en Pologne, en Roumanie, des éléments avancés de ce bouclier antimissile. Donc, les Français avaient raison de dire, écoutez, vous pouvez toujours croire, déjà le général de Gaulle n'y croyait pas au temps de la guerre froide, il pensait qu'il valait mieux être prémuni par nous-mêmes, mais dans le post-guerre froide, il y avait quand même un sérieux doute sur ça. Et puis là, le doute est visiblement patent, en tout cas à l'inquiétude exprimée par nos partenaires. Alors, heureusement, des clarifications sont venues. Je crois que tout, voilà, c'est clair. La dissuasion, ça ne se partage pas. On ne peut partager ni la fabrication, ni la détention, et a fortiori la décision, l'ordre donné. En revanche, on peut considérer et deux choses, ça c'est déjà traditionnel, c'est l'idée que nos intérêts vitaux sont intimement liés aux intérêts vitaux. Mais là encore, je dis, il ne faut pas se tromper. Il faudra, là, je parle avec vous comme ça, c'est un langage qui est extrêmement codé. On ne peut pas dire qui on protège et qui on ne protège pas. Mais a priori, on ne peut protéger que des gens qui ont décidé de vraiment unir nos destins avec le nôtre. M. Orban, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il fait. Donc, je le dis pour être parlant avec vous, mais voilà, il faut l'idée des intérêts vitaux, l'idée qu'on puisse prendre le risque d'une frappe nucléaire euh, avec un risque de rétorsion sur notre territoire ne peut vraiment valoir que si on est dans des scénarios extrêmes et avec des pays partenaires immédiatement, intimement liés à nous. Donc ça, c'est une chose. Mais en revanche, vous pouvez construire à la dimension de l'Union européenne une stratégie dite de déni d'accès qui permette de montrer à un adversaire potentiel que la dissuasion va réfréner ses tentations agressives, va éviter l'escalade dans la belligérance. Au fond, c'est ce qu'a fait Poutine et ça a marché. Il a dit, je considère que l'Ukraine rentre dans mes intérêts de sécurité. Il a fait de la gesticulation nucléaire et personne ne s'est solidarisé en rentrant en guerre contre la Russie pour sauver l'Ukraine.
Alors que lui impliquait des Coréens, des Biélorusses. Donc, ça marche. Et donc, c'est ça. Mais pour construire cette stratégie de déni d'accès, bah, il faut une défense multicouche européenne qui aujourd'hui n'existe pas. Il faut à la fois des armes conventionnelles de niveau efficace, il faut des missiles de frappe dans la profondeur, et donc il y a une vraie interrogation. On a supprimé toutes les forces nucléaires intermédiaires et tous les missiles de portée intermédiaire à la suite de la guerre froide. Les Russes les ont réintroduits. Est-ce qu'il faut que nous les réintroduisions dans nos panoplies? Pour l'instant, on a des missiles qui tirent à 200, 300, 400 km, ce qui n'est pas suffisant pour avoir des frappes dans la profondeur de la Russie et faire mal, mais par des frappes conventionnelles même, hein. Et puis, il faut un bouclier antimissile. Et donc là, c'est tout le problème. Qu'est-ce que font les Allemands, leur dôme, etc. Personne n'est d'accord. Le bouclier dans l'OTAN. Donc, si vous ne pouvez pas, vous pouvez le dire dans les discours, mais ça n'a... la dissuasion, c'est le toit de la maison. Si les fondations ne sont pas posées convenablement, si d'autres murs ne sont pas montés, bah, vous ne posez pas jamais la toiture véritablement. Donc ça restera toujours quelque chose voilà, de putatif, mais de peu vraisemblable. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que la dissuasion, dans toutes les décisions qui ont été prises, que ce soit en matière de capacité ou que ce soit en matière de doctrine, et là encore, depuis le second mandat de Mitterrand, est reproduit assez par Chirac et par les autres, c'est une dissuasion dissuasive, c'est-à-dire que elle n'imagine pas tous ces scénarios de gesticulation qui pourraient impliquer que face à un adversaire agressif comme la Russie, vous décidiez par exemple d'aller poser des rafales nucléaires en Pologne pour dire je sanctuarise, vous voyez, voilà. Et donc, et nous n'avons pas des armes qui sont complètement adaptées à une multitude de scénarios d'emploi alors que les Américains, les Chinois et les Russes ont développé qualitativement et quantitativement, pour les Chinois, leur panoplie nucléaire. En termes quantitatifs, ce n'est pas le problème. On a, allez, 290, je ne vais pas donner le chiffre exact, 200, 220 du côté britannique, c'est-à-dire les Chinois arrivent vers les 600. Donc nous, on a à peu près 500 têtes. Si vous rajoutez la centaine d'armes de l'OTAN, le problème n'est pas quantitatif. On n'est pas proliférant si on reste à ce niveau quantitatif. En revanche, les bombes de l'OTAN, bah, elles sont un peu obsolètes pour la plupart d'entre elles. Elles sont d'ailleurs en voie d'être retirées pour renouveler par d'autres. Les forces britanniques, bah, je vous ai dit qu'elles étaient pas en situation up-to-date puisque ils relancent seulement maintenant un programme de renouvellement de leurs forces océaniques, à la fois de leurs sous-marins et des tridents, des nouvelles générations. Et donc, c'est vrai que nous avons, nous, dans une bascule prévue à l'horizon dans la décennie 2030, et voilà, deuxième génération efficace, troisième génération. Mais qui est plutôt adapté à des logiques de scénarios lourds, où au fond, on a gardé la dissuasion nucléaire comme vraiment une garantie ultime dans un paysage où il n'y avait pas de menace directe qui s'adressait sur nous pendant 30 ans. Elle réapparaît à travers la menace russe aujourd'hui et à travers le défaut américain. Donc, ce qui, dans l'équation nucléaire européenne, pose problème, c'est d'une part la posture agressive, la versatilité des scénarios, les gesticulations russes, qui sont quand même préoccupantes. Ils ont, certes, ce n'était qu'un missile sans tête, mais ils ont quand même frappé Dnipro par un missile à vocation nucléaire de portée intermédiaire. Donc voilà, le signal est clair. Et le défaut américain. Donc comment on fait? Et donc il est important d'avoir cette discussion avec les Européens et il est important de se repositionner dans une logique de défense collective multicouche où les autres partenaires qui ne sont pas nucléaires contribuent à apporter ou à consolider les fondations, les murs de la maison pour une dissuasion nucléaire. On ne passe pas de la fronde ou du tir de canon César à la bombe atomique. Il faut des éléments de gradation avant que vous arriviez à un seuil où la gesticulation ou même une frappe nucléaire d'avertissement signe un peu les arrêts de jeu en disant bah, écoutez, si vous continuez. Donc voilà pour la dissuasion nucléaire, mais on peut en reparler. Sur l'effort de défense,
Je vous ai donné un peu le panorama des dividendes de la paix. Je pense qu'il est rationnel de remonter. D'ailleurs, alors il faut reconnaître ça à l'équipe, président Macron, effectivement, d'avoir fait dans les deux lois de programmation refranchi la barre des 2% et, et aujourd'hui d'envisager d'aller plus loin. Vous m'arrêtez, je vais trop. D'accord. Euh, mais Oui, oui, c'est j'arrive. trop long. Ah, sur la dissuasion, sur l'effort de défense, là aussi, il y a une interrogation à gauche qui va être évidemment importante parce qu'on est gros déficit budgétaire, gros endettement, donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et par ailleurs, il y a des liens qui sont faits avec d'autres politiques sociales, éducatives, etc., qui, à mon avis, voilà. L'effort de défense, ça ne veut rien dire. Objectivement, ça ne veut rien dire. Alors on dit, voilà, pourquoi? Parce que c'est un ratio. Donc c'est d'abord les crédits militaires sur la croissance. Donc quand la croissance était nulle, comme pendant le Covid, jamais l'effort de défense n'a été aussi haut. Donc ça ne veut rien dire. Et si notre croissance, je voyais qu'aujourd'hui, on annonçait des perspectives économiques qui ne sont pas très favorables à notre pays, bah, je dirais, voilà, si en revanche la croissance repartirait, le ratio, l'effort de défense diminuerait. Donc, il ne faut pas être s'illusionner. Pour ce qui compte, c'est la dépense réelle. C'est l'allocation de ressources donnée à la fois aux armées et aux industriels. Et là, vous êtes des parlementaires, donc vous êtes vigilants. Là, ce qui compte, c'est comment le budget est exécuté. Donc, vous pouvez avoir ajouté 3 milliards dans le budget entre 24 et 25. Si ce budget qui a été voté tardivement n'est pas exécuté convenablement, si les reports de charges de l'année 2024 ont déjà plombé le budget 2025, ce que vous avez donné d'une main facialement, les 3 milliards, elles sont reprises de l'autre. Donc, moi, voilà, ça c'est un travail que vous devez faire en disant la vérité des prix. Avant de commencer à augmenter, réalisons déjà les budgets militaires tels qu'ils sont, ne faisons pas de bourrage, ne faisons pas de report de charges, etc., etc. Voilà sur l'effort de défense, mais prêt à en discuter avec vous. Sur la conscription, on en a un peu parlé, j'y reviens pas. Bon, la question, ce qui est plus important que la notion d'un rétablissement de service militaire dont on ne voit pas très bien comment il pourrait se faire au vu de l'organisation des armées actuelles, c'est sans doute la capacité de mobiliser davantage quand il le faut les forces civiles pour de l'effort de guerre industriel, s'il faut un effort de guerre industriel, pour avoir des compétences d'ingénieur cyber, pour avoir, etc. Et ça, c'est vrai qu'il manque quelque part, ce qu'a été la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre, quelque chose qui soit adapté aux menaces d'aujourd'hui. Dans le cyber, dans le spatial, vous avez besoin de mobiliser temporairement ou pour une séquence des cadres, de la spécialité, des techniciens qui appartiennent au monde civil et qui doivent basculer sur des missions militaires. Mais comme on l'a vu en Ukraine, comme on l'a vu très très bien en Ukraine, où ils ont été capables, bien sûr, de mobiliser en incorporant dans les armées, mais aussi de mobiliser des femmes ingénieurs, euh, des médecins, des infirmières ou des infirmiers. Et ça, ça on ne l'avait pas parce que le cadre de la mobilisation était autour du service militaire national. Et donc, comment on recrée une structure qui permet d'identifier les compétences et de les mobiliser en cas de besoin, d'avoir une espèce de droit de tirage s'il y a un besoin de sécurité important. Voilà, j'en termine en disant que vous le voyez sur tous ces sujets, vous allez avoir des problèmes de maintien du consensus. Le consensus a été maintenu en réalité des années 80 jusqu'à aujourd'hui sans problème. Je crois qu'aujourd'hui, avec les tirages qu'on voit apparaître à gauche et à droite, ce consensus est menacé. Et je pense que celui qui provoquera la cassure ne sera pas en bonne position pour les élections présidentielles, mais il aura causé un énorme ravage dans le pays, dans l'état moral du pays, dans l'état d'inquiétude de nos concitoyens qui ont besoin d'être rassurés par un discours à la fois cohérent, rationnel et qui cherche l'unité. Et au fond, c'est ce que je vous disais au départ, le ralliement de Mitterrand à la politique de Gérald de Gaulle, et ce qui, d'une certaine manière, a aussi été une perspective prolongée par la suite, ça a été cette logique de la cohésion nationale et du ralliement. Voilà. Je finis sur ce mot. On a envie d'applaudir.
Je crois au nom de toutes et tous celles qui sont connectées, vraiment un mille merci. D'abord pour des propos d'une clarté incroyable, où tu nous permets finalement d'accéder à pas simplement des concepts, mais des questions qui sont techniques, hein, et que tu rends accessibles par ton propos. Alors, c'est vrai que nous avions conçu avec Dylan ces séminaires comme étant à la fois de la transmission de connaissances, de la formation et de l'information. Je crois que nous avons eu en une heure, l'espace d'une heure, grâce à ton propos, absolument tout cela. Assumer notre héritage, c'est vrai que c'est important et merci pour ces rappels historiques parce que finalement tu as touché tout un tas de sujets dont certains seront évoqués par les invités que nous aurons dans les séminaires qui viennent et qui sont des questions absolument essentielles, en effet, de la résilience. Bien sûr, le nucléaire, puisque aujourd'hui, c'est aussi peut-être un élément qui nous permet de construire peut-être enfin, d'aller vers cette défense européenne qui est encore inatteignable dans l'esprit de beaucoup de nos partenaires européens qui n'ont pas créé une armée ou une défense en dehors de ce que les Américains leur ont offert de protection. Il ne faut pas oublier les indépendances de certains de nos partenaires européens qui remontent à quelques décennies et qui n'ont jamais été conçus en dehors de cette protection américaine. Donc aujourd'hui, les États-Unis nous donnent des signaux très forts et tu as parlé de la fin d'un cycle. Moi, je suis convaincue que nous arrivons en effet à la fin d'un cycle, mais un cycle qui est porté par une idéologie et une idéologie qui, malheureusement pour les États-Unis, se rapproche plus de l'autocratie que des valeurs que nous défendons. Et je me demande jusqu'à quel point le président Trump va se rapprocher de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping, pour lesquels il semble avoir une admiration sur le plan personnel, en tout cas importante, mais sur le plan idéologique poussé notamment par son vice-président. Voilà, et que donc nous risquons, nous, d'être vraiment seuls, pas simplement sur le plan sécuritaire, mais sur le plan idéologique, avec, en effet, comme tu l'as bien rappelé, une sorte de sabotage en interne par ceux qui se disent d'ailleurs nationalistes et qui, de fait, sont liés à cela. Moi, j'avais simplement une première question et puis je vais laisser Dylan un petit peu rassembler l'ensemble des questions qui ont été posées sur justement ce clivage idéologique. Donc, il y avait ce bloc, enfin, nous avons aujourd'hui, on peut dire, non plus bloc Est-Ouest, nous avons le bloc autocratie, bloc occidental. Dans ce bloc occidental, peut-être un glissement des États-Unis qui ont nous laissé seuls sur le plan idéologique. Comment est-ce que tu peux, enfin, comment pouvons-nous concevoir finalement une Europe qui défend des valeurs qui aujourd'hui sont attaquées de toutes parts parce que un Nigel Farage, Brexiteur, c'est quand même avant tout quelqu'un qui veut s'attaquer aux valeurs qui sont les nôtres. Alors, d'abord, peut-être dire, il y a une question, il va y avoir des heures de vérité pour tout le monde. Aujourd'hui, Trump, comme un éléphant, voilà, il saccage tout, mais tout le monde le laisse faire. Tout le monde laisse faire, y compris les démocrates américains, les grands médias américains, parce qu'on se dit, d'une certaine manière, il va créer son propre désastre et le désaveu sera là avant 6 mois. Et d'une certaine manière, on ne sait pas comment va se négocier le cessez-le-feu sur l'Ukraine, mais peut-être que ça va être, voilà, pour lui devoir accepter des choses tellement inacceptables qu'il y aura une réaction. Donc il faut bien comprendre que le moment est très dramatique, qui va avoir des effets portés quoi qu'il arrive, mais que, voilà, peut-être que d'une certaine manière, le calendrier peut être plus favorable. On a de toutes les façons un temps de clarification qui est la rencontre de juin de l'OTAN, ce sommet, clarification transatlantique, ça on n'y coupera pas. Et puis les Américains ont évidemment les midterms dans 2 ans. Donc voilà la séquence. Mais il peut faire beaucoup de dégâts en 3 4 mois et il peut en faire encore jusque dans 2 ans. Deuxièmement, cette clarification transatlantique, qui va avoir une décantation beaucoup plus rapide que tout ce qu'on imaginait, va nécessiter une clarification européenne.
Et c'est ce que je disais sur Madame Meloni, qui faisait des déclarations disant que les garanties de sécurité, elle vient de le dire, c'était surtout pas ce qu'il fallait faire, que c'était dangereux, que vive Trump, etc., etc. Donc, il faut être impitoyable dans l'exigence de clarification avec nos partenaires pour les mettre en face de leurs responsabilités. À chaque fois qu'on a voulu des compromis, des contorsions dans le passé, dans des moments aussi dramatiques que ceux qu'on vit, ça s'est toujours retourné contre nous. Donc, je crois qu'il faut avoir le langage extrêmement exigeant, que ce soit vis-à-vis de nos partenaires sur la scène nationale, que ce soit de nos partenaires sur la scène internationale. Hein, la parole, elle reste. Hein. Là, on est vraiment sur des heures de vérité. Et c'est des heures de vérité historiques. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein. Il ne faut pas accepter, pour voilà, des échéances, je ne sais pas lesquelles, municipales ou autres, des choses qui sont inacceptables. Parce que je pense qu'on est vraiment à un moment historique. Et ce que tu dis sur le clivage idéologique est évident. Donc, je ne sais pas, dans les décombres de cette Europe idéologique, ce qu'il va rester. Ce que je suis sûr, c'est que les Allemands viennent de passer leur élection et que Keir Starmer, là aussi, il n'est pas en difficulté. Nous, on est dans une situation interne plus vulnérable. La durée du gouvernement actuel, une autre dissolution. Et donc, on est à la fois très sur l'image, sur tous ces sujets de défense, et en même temps, finalement, moins solide que d'autres. Monsieur Tusk, lui, il a ses élections en mai présidentielles qui peuvent beaucoup changer la donne. Donc, il faut absolument de comprendre ça, mais comprendre que derrière la question géopolitique, il y a une question des valeurs européennes, des valeurs idéologiques et des valeurs de la gauche. Et alors là, moi aussi, ce qui me frappe par rapport à ce que j'ai connu dans cette longue séquence, soit tout à fait junior au départ, soit plus en responsabilité, c'est que, j'allais dire, où est la gauche européenne? Je veux dire, il y avait l'international socialiste, enfin, je veux dire, Mauroy ou Jospin, ou voilà. Il y avait, bon, si c'est pas porté globalement par à la fois des ressources des partis qui s'emparent de ces sujets au plan national, mais aussi parce qu'aujourd'hui, ceux qui en parlent sont des gens qui ont fait partie de cette gauche-là, à l'État ou d'autres. Mais ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et donc, vous avez voilà, d'anciens grands responsables de gauche. Donc, il y a, à mon avis, une nécessité de recréer une solidarité de responsables politiques, de responsables politiques de gauche qui prennent des positions sur un certain nombre de sujets, dont cela. Alors, Dylan, je crois qu'il y a des questions. Ouais, alors, il y a trois questions que je vois poindre et pour le coup, je voulais commencer par apporter un éclairage de ce qu'on a commencé à faire avec Pedro Sanchez et Olivier Faure dans l'Internationale socialiste. Olivier a écrit d'ailleurs une tribune il y a 10 jours pour expliquer quels étaient pas seulement les sujets du financement de l'effort de défense, mais aussi la manière dont on pouvait aborder cette question des coopérations avec l'Alliance des États démocratiques du monde. Et c'est une discussion qui a commencé en septembre avec Lula, avec Tshisekedi, avec des partenaires canadiens, avec, on l'espère demain, un autre gouvernement que celui du Premier ministre indien issu du Parti du Congrès, qui est aussi dans l'international. Donc, il y a une discussion qui commence à s'organiser sur notamment ce qu'on peut avancer comme réponse. Mais je voulais, en fait, avant de t'apporter cet éclairage, Louis, euh, relancer un peu trois questions que moi j'ai vues émerger là dans ce que les camarades ont transmis. La première, c'est que tu as beaucoup parlé de graduation des réponses et qu'évidemment, on ne passe pas de ce qui est notre contribution à l'effort de résistance ukrainien à l'utilisation de la dissuasion nucléaire. Et quelque part, il y a une question qui est posée par Alexander dans le chat qui dit mais qu'est-ce qu'on fait si demain Poutine pousse encore son avantage, par exemple en attaquant un pays balte, comme il l'a déjà fait dans plusieurs pays qui sont limitrophes de l'espace européen? Qu'est-ce qu'on fait avec nos partenaires, mais qu'est-ce qu'on fait sans l'OTAN, par exemple? Parce que c'est aussi la question qui nous pend au nez. La deuxième question, c'est aussi, finalement, on parlait beaucoup de cette leçon qu'on tire des coalitions internationales. Tu l'as évoqué aussi dans le deuxième cycle dont tu as parlé, notamment des leçons qu'on tire de ce qu'on n'a pas réussi à faire
en Afghanistan, de ce qu'on a commencé à faire, mais j'ai le sentiment, pour rentrer de Syrie il y a quelques semaines, qu'on n'a pas été jusqu'au bout dans la coalition contre Daesh. Enfin, tu vois, c'est aussi quelle leçon on tire de ces mobilisations internationales. Et puis, troisième élément, parce que c'est aussi une inquiétude, et c'est la première question de Laure Botella, que je salue parce qu'elle a dû se déconnecter, c'est que Laure, en fait, posait cette question, est-ce qu'on est prêt, à un moment donné, s'il y a un conflit de haute intensité avec une menace nucléaire qui viendrait bousculer notre quotidien, qu'est-ce qu'on a comme protection? D'autres pays européens sont, entre guillemets, prêts à protéger leur population. Elle posait la question des stocks d'iode, de potassium, plan d'évacuation, éventuellement abri antiatomique. Bref, je voulais te poser cette question parce que c'est quand même un sujet qu'on entend quand Poutine joue un peu des épaules. On a le sentiment, quand les virilistes, les masculinistes qui sont au pouvoir au Kremlin et à Washington, utilisent un peu ce vocabulaire de menace, il faut aussi qu'on ait des éléments de réponse envers nos populations et qu'est-ce qu'on peut leur dire aussi pour dire ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire que c'est pas crédible, mais en même temps, est-ce qu'on est prêt? Voilà, c'est un peu les trois questions que je voulais te poser. Alors, sur cette dernière question, je pense qu'il faut rationaliser les inquiétudes, parce que d'abord, la peur est mauvaise conseillère. Donc, il faut pas, il faut rassurer nos concitoyens. Le comportement de Poutine est un comportement de provocation, mais n'est pas un comportement irrationnel. Il a joué le langage, la grammaire de la dissuasion nucléaire pour obtenir ses fins. Un, qu'aucun autre pays ne se solidarise en rentrant dans la guerre avec l'Ukraine. On a juste apporté un soutien par des livraisons d'armes, des choses comme ça, ou par du renseignement, mais on n'a pas rentré dans la guerre. Donc la dissuasion a marché. Et deuxièmement, même s'il y a eu ici ou là des frappes de drones sur le territoire russe, il n'y a jamais eu aucune frappe sévère sur le territoire russe. Donc ça a bien sanctuarisé le territoire russe et d'une certaine manière, ça a évité l'escalade dans la guerre en Ukraine. Donc de la même manière, en tout cas pour la France, c'est pour ça qu'il ne faut pas galvauder n'importe comment cette dissuasion, ça reste quand même un élément, je dirais une ligne Maginot, certes virtuelle, mais quand même très efficace. Parce que ça veut dire que si on s'en prenait à nos intérêts de sécurité, la détermination nous pousserait à aller vitrifier Leningrad, Saint-Pétersbourg et Moscou. Et donc, c'est cette crainte-là qui rationalise les comportements. Et ça, les Russes, je dirais, ils le comprennent bien. Alors, évidemment, ça vaut pour la France, ça vaut pas pour la Moldavie, qui est ni dans l'OTAN, ni sous une protection. Voilà, donc le risque, il est plutôt pour moi de Poutine de continuer à pousser dans son environnement proche des logiques agressives militaires pour avoir cette zone grise de protection qu'il veut autour de lui. Et ensuite, ce qu'il veut, c'est du domino politique pour fragiliser politiquement le deuxième rideau, c'est-à-dire la Roumanie avec les élections trafiquées, possiblement agiter des minorités russophones dans les États baltes. Mais il sait très bien que s'il s'en prenait aux États baltes, alors là, je dirais, l'échec de Trump et la réaction américaine serait total, parce que ça veut dire qu'il aurait été la dupe de cette histoire. Il aurait cru, il aurait passé un deal avec Poutine pour obtenir un cessez-le-feu conduisant à la paix, et d'une certaine manière, il subirait ce désaveu d'une agression contre les États baltes. Et puis je pense que n'exagérons pas la capacité de l'armée russe. Attendez, euh, on se tape, on a l'impression que les Européens sont nuls. Oui, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas rationalisé. Mais enfin, les avions de chasse européennes, c'est 2000 avions au dernier standard. L'aviation russe, elle a été incapable d'obtenir la maîtrise des airs en Ukraine. La flotte russe, insuffisamment autoprotégée, on a fait coup au but avec des drones en mer Noire. Donc en réalité, c'est cette guerre terrible, anachronique, barbare de ligne de front et de tranchées dans lequel on acceptait au plus haut de la guerre 1500 morts par jour. Qui n'a même pas été emporté. Ils ont conquis quoi? 6% du territoire. Donc il ne faut pas non plus exagérer. En revanche, laisser Poutine politiquement triompher, c'est mettre, d'abord, c'est lui donner cette possibilité d'assurer sa victoire politiquement et de continuer à effrayer son environnement proche.
Et deuxièmement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est au lieu d'avoir une ligne de force contre lui, c'est lui qui va exercer une ligne de force et de pression contre nous, et notamment sur les États, soit les plus vulnérables, soit qui sont déjà dans des positions centrifuges par rapport à l'Union européenne. La Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie possiblement demain après les élections. Donc c'est ça qu'ils veulent. Et là, il y a convergence de vues entre M. Trump qui considère que l'Union européenne a été créée pour faire suer les Américains et leur poser des problèmes, et lui, puisque pour Trump, en réalité, ce qu'il faut, c'est une Europe très faible, un marché dominé par réversibilité des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est ça qui. Donc, si nous ne nous défendons pas, si nous n'agissons pas comme un acteur stratégique, mais ce n'est pas simplement dans le domaine militaire, c'est même principalement pas dans le domaine militaire. Je suis étonné de voir qu'on réagit par l'élévation possible des droits de douane et quand du coup c'est le champagne, etc., tout autant d'imbécilité. Si les Européens veulent vraiment faire mal et rétablir le rapport de force avec les États-Unis dans le domaine économique, il faut unir nos marchés financiers, il faut que l'épargne européenne ne s'investisse pas aux États-Unis, il faut que l'euro, et on peut avoir une alliance avec les Chinois, fasse vaciller le dollar qui amène immédiatement en termes de balance des paiements un rééquilibrage que personne n'évoque. Oui, la balance commerciale est déséquilibrée au profit des Européens, mais pas la balance des paiements. Donc, il y a un moment, si vous êtes dans un. On verra ce que sera M. Trump dans 6 mois, mais s'il continue dans cette position extrêmement hostile, extrêmement agressive d'un point de vue commercial, menaçant notre croissance, il n'y a aucune raison de ne pas appliquer des gestes de rétorsion qui se posent là où ça fait mal. Regardez, il est en train évidemment de sacrifier une partie de sa science, mais la fuite des cerveaux qui s'exerçait de l'Europe vers les États-Unis peut de nouveau s'exercer vers l'Europe. Donc il faut aussi avoir confiance dans ce que peut proposer l'Europe, à condition que l'Europe s'assume comme un acteur stratégique et ne soit pas d'abord dissoute par ces divisions qu'instrumentalisent aussi bien Poutine que Trump. Donc c'est ça ce qu'il faut sauver d'important. Et je pense que militairement, jamais Poutine, il est trop malin, il a parfaitement compris qu'il ne dominerait jamais l'Ukraine. Ce serait un Belfast plus plus. Comment vous voulez imaginer une puissance d'occupation? On l'a tous, enfin, tout c'est une vieille leçon d'histoire. Les Russes n'ont pas été capables de dominer l'Afghanistan, pas plus que les Américains. L'Empire romain savait que sur les marches de l'Empire, il était bien obligé de pactiser avec des gouvernements locaux. Il peut, ce que veut Poutine, c'est changer M. Zelensky, c'est avoir un gouvernement à sa botte. Mais ce n'est pas occuper l'Ukraine comme Hitler occupait la France. Et déjà occuper la France, il y avait une résistance, c'était compliqué. S'il n'y avait pas eu Pétain qui acceptait une sorte de co-gestion du pays, les choses auraient été sans doute très différentes. C'était la leçon de De Gaulle. Donc jamais l'Ukraine ne sera occupée militairement complètement par les Russes, ou alors ce sera pour eux vraiment un sanctuaire d'échecs. Donc il va s'arrêter là. Son intérêt, c'est ce qui est terrible, c'est Trump, c'est qui est trop bête pour pas voir que l'intérêt de Poutine, c'est évidemment d'aller au deal et de ne pas continuer cette guerre, d'obtenir la neutralisation politique de l'Ukraine avec un changement à la tête de M. Zelensky, un statut de pays neutre, fragile, sans armée, etc., de démilitarisation, l'abandon des sanctions qui nuisent quand même à son économie, même s'il a trouvé des voies pour survivre et lui permettant de basculer dans l'économie de guerre. Donc il ne faut pas manquer de confiance sur les. Mais le problème, c'est que on était habitué à n'agir que sur un front et en collaboration avec les Américains qui étaient solidaires de nos combats. Et là, on doit agir sur 2 fronts. Et c'est plus compliqué. Merci. Je te laisse poser une dernière question. Il y a aussi une question, alors on pourra peut-être y répondre dans le chat. Vas-y, puis ça sera peut-être la dernière. Moi, Oui, parce qu'en fait, je crois que c'est Jean-Luc, c'est ça qui demandait est-ce que le PS, alors ça c'est plutôt à nous de répondre, chère Hélène, est-ce qu'on serait finalement, est-ce qu'on devrait s'aligner sur la position de Raphaël Glucksmann? Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait à s'aligner sur les positions de Raphaël parce que je ne suis pas sûr que les positions de Raphaël soient aussi affirmées que les nôtres, d'un point de vue militaire notamment, sur les réponses qu'on peut avoir d'un point de vue géostratégique. J'ai l'impression que quand j'entends Raphaël, alors je ne l'ai pas entendu ce week-end au Congrès de Place Publique, mais ce que j'ai lu de ce qu'il dit depuis plusieurs semaines, c'est que ça reste sur les principes. Mais en réalité, quand on passe aux choses sérieuses
et notamment sur la discussion qui va avoir lieu au Parlement européen sur l'investissement européen et sur les moyens de notre projection collective, je ne suis pas sûr que Raphaël soit celui sur lequel on va s'aligner. Mais par contre, nous, ça doit nous obliger à avoir des propositions. Hélène, c'est aussi l'objet du travail. On est là pour comprendre, pour s'informer et aussi pour travailler notre récit. Je rejoins complètement ce que disait Louis, mais aussi les propositions, les réponses extrêmement concrètes. L'effort notamment qu'on doit avoir sur notre revue stratégique nationale, sur la capacité qu'on a à traduire les engagements, et le gouvernement nous a quand même habitués à ne pas respecter ces engagements, notamment sur la programmation militaire. Donc, il faut qu'on soit exigeant. Voilà, je passe la parole peut-être à Hélène pour la dernière question, et puis Louis, je te laisserai conclure. Oui, en fait, c'était. Non, je crois que nous avons. Il est 21h30 et Louis nous a donné énormément de son temps et je pense que son propos était suffisamment riche pour que nous puissions, nous ayons envie d'y retourner et puis un petit peu de décortiquer finalement les différentes pistes que tu nous as données parce que tu as posé également un certain nombre de questions. Et je crois que c'est ces questions-là qui doivent nous intéresser pour y apporter des réponses et des réponses concrètes. Parce qu'en effet, nous pouvons être dans la posture, nous pouvons être dans les concepts. Sur la communication, ça marche très bien, en effet, de se positionner sans avoir finalement à concrétiser la chose. Mais je crois que nous sommes ici dans une situation qui est trop, qui est trop dangereuse pour nous, enfin pour l'avenir de l'Europe, pour ne pas y apporter des réponses maintenant. Voilà. Et donc, sur la base, en effet, de l'expérience que nous avons, et là, pour le coup, que ce soit au parti, et je vois un certain nombre de noms bien connus, et même de visages qui se sont affichés, nous avons suffisamment de gens d'expérience qui sont en capacité, justement, de nous aider à formuler des propositions concrètes. Et je crois que c'est vers cela qu'il faut aller. Donc, s'aligner sur ce que dit Raphaël, pardon, euh, j'ai oublié le nom, Glucksmann, je crois que c'est pas du tout le sujet. Le sujet pour nous, c'est eh bien de faire ce travail à la fois par ces séminaires, donc nous posons le cadre, et puis le travail parlementaire qui est en cours, à la fois au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, de croiser l'ensemble de tout ce que nous pouvons sortir aussi des cercles de réflexion sur lesquels nous nous reposons et puis ensuite, eh bien, essayer d'avoir, comme je disais en introduction, pas simplement quelques lignes. Vous savez, dans un projet présidentiel, il y a une petite phrase qui s'est perdue sur la défense, mais d'avoir comment, une position consolidée avec ce que nous voulons pour l'Europe et une Europe en paix. Hein. Donc, je vais laisser simplement Louis conclure et puis vous remercier encore une fois à toutes et à tous de vous être connectés ce soir et de vous dire que tout ça a été enregistré pour que nous puissions en faire bénéficier très largement aussi autour de nous, notamment dans vos sections et puis pour les parlementaires de pouvoir le partager aussi dans vos différents cercles. Ben, je pense qu'à l'instant, ça a été indiqué par Dylan et par toi, c'est qu'il y a quand même des rendez-vous internes. Vous allez avoir des rendez-vous. Le président de la République souhaite passer devant le Parlement pour faire avaliser un certain nombre de décisions. Il vient de le dire à Luxeuil sur, j'imagine, des augmentations de renforcement, de mobilisation d'argent. Donc, il va falloir prendre position là-dessus. Il y a la revue nationale stratégique. Alors, cette revue, elle a été lancée. Bon, voilà, c'est un exercice. Finalement, c'était un exercice qui pouvait être intéressant, mais c'est un exercice qui va rien éclairer. Il va accompagner les événements. C'est un peu problématique aussi quand même. Dans un moment comme celui-là, il y a une espèce de confiscation du débat. Et ce qui explique aussi que l'angoisse croît, que vous voyez dans vos circonscriptions ou ailleurs, c'est qu'il y a même pas les moments du débat. Oui, mais dans un climat quand même suffisamment encadré pour apporter des réponses et de la sérénité et pas de l'agitation, de l'inquiétude. Mitterrand intervenait au moment de la guerre du Golfe, quand on allait s'engager en guerre. Donc l'intervention du président de la République, une espèce de scénographie, les gens se sont dit, mais pourquoi il intervient en théâtralité sur les garanties en Ukraine? Donc ils vont dire, ah bon, on va intervenir, on va rentrer en guerre. Comme on l'a fait, le discours de Jospin sur le Kosovo, ou de Chirac sur le Kosovo.
Donc, il faut, par rapport à toute cette espèce d'effervescence, je pense que la gauche, campée sur son histoire de responsabilité, ramène de la sérénité et repose aussi un peu un certain nombre de conditions politiques, quoi. Alors que là, bah, à un moment où c'est quand même complètement important, le débat était un parti escamoté par cette revue nationale, qui va, voilà, c'est le secrétariat, j'étais secrétaire général, mais bon, voilà, c'est pas comme ça. Si on veut, pareil, faire renaître, éteindre, renaître, on comprend rien sur la conscription. Je veux dire, il y a des moments, et je pense que notre parti, au vu de ses responsabilités historiques et de ce qu'il a fait, doit permettre de pondérer, c'est-à-dire de dire, oui, il faut augmenter l'effort de défense, mais attention, pas n'importe comment. Oui, des garanties à l'Ukraine, mais voilà, dans un cadre qui fait nous ne sommes pas en guerre, etc., etc. Oui, la dissuasion nucléaire, c'est important. Et d'ailleurs, l'ensemble des décisions qu'on a prises permettent d'être dans cette situation-là. Et puis, ben, on attend les autres. Et je pense que voilà, vous allez avoir plein d'occasions dans le débat parlementaire de prendre des positions. Ce sera aussi pareil au Parlement européen avec le livre blanc qui lui aussi arrive un peu comme ça. Il doit arriver en mars, quoi. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Et alors que la décantation est quand même pas faite. Vous savez, le moment de clarification, c'est plutôt avant l'été. Il a été écrit avant les événements. Oui, donc bien sûr. Donc, moi, je pense que vous, en reprenant le temps du débat, en redevenant maître de ce temps du débat, que ce soit au Parlement français, que ce soit au Parlement européen, ou que ce soit par vos prises de position, en étant clair, évidemment, sur les choix que vous allez faire en réaction à ce que pourra proposer le gouvernement au nom du président de la République, bah, vous avez des choses à dire qui à la fois permettent de maintenir l'unité nationale en faisant comprendre que vous êtes soucieux de ça, et en même temps de rassurer, parce que autrement, vous allez. C'est là-dessus que tous les autres vont instrumentaliser. C'est sur l'inquiétude, c'est sur la peur, c'est en disant, bah, vous voyez, on vous fait peur, alors voilà, c'est ci, c'est ça. Bon. Et dans le mélange des genres terribles, des débats qui ne doivent pas déborder l'un sur l'autre. Oui, on doit faire quelque chose en matière d'effort de défense. La retraite, non, je suis désolé, c'est un autre débat. Voilà. Euh, les politiques éducatives, j'entendais le discours de M. d'Edouard Philippe, là aussi, je veux dire, on va légiférer par ordonnance. Mais enfin, bon. C'est-à-dire que tous ceux qui devraient ramener du calme, de la sérénité, du fonctionnement normal des institutions, partent dans des espèces de précipitations qui dramatisent, qui tendent, alors qu'il faut montrer qu'on est en situation, mais en maîtrise. Bien sûr, la période est historique. Bien sûr, il faut faire des choix qui sont dans ce domaine-là, des choix difficiles, des choix importants, mais dans la maîtrise. Autrement, ça va être cumulatif. Vous allez, je ne sais pas comment retrouver votre opinion publique, quoi. Merci. Juste pour vous donner le prochain rendez-vous, mercredi prochain, 26 mars, 20h, ici même dans le Cercle international. On sera donc avec nos amis pour parler de la crise en Haïti et de notre soutien, de notre solidarité avec les Haïtiens. Et je salue aussi Olivier qui a dû nous quitter parce qu'il était contraint de retourner en séance sur la PPL narcotrafic, parce que on ne fait pas que faire des rapports et de produire des Bien propositions, on sûr. les défend aussi au Parlement. Je vous remercie infiniment à tous les camarades de l'équipe du Cercle international et notamment ceux qui sont engagés sur la défense pour votre mobilisation. Spéciale dédicace au jeune Thibaut Delamarre et à toute l'équipe d'Hélène Conway-Mouret. Je vous souhaite une bonne soirée. À très, très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Louis. Et l'état de droit, c'est important sur votre discussion de tout à l'heure. Ah bah oui, on commence par ça et on finit par ça. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci, les Merci amis. Louis Lapéry, dont je reconnais la voix. Flatteur. On va croire que tu es un infiltré. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Voilà. Oui.